La situation au Moyen-Orient a changé radicalement. En ce moment même, le Qatar et les Émirats arabes unis ont décidé d'agir indépendamment des États-Unis d'Amérique et ont présenté leurs propres exigences à l'Iran, se moquant complètement de l'accord de Donald Trump avec Téhéran. Le Qatar mène en fait son propre jeu et il semble de plus en plus que c'est précisément Doha qui devient l'acteur clé de la région, capable d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Dans cet épisode, nous allons expliquer pourquoi je fais une telle déclaration. Bien qu'il faille reconnaître d'emblée qu'une telle position du Qatar pourrait être extrêmement avantageuse pour Israël. Au même moment, les Émirats exigent des États-Unis qu'ils obtiennent de l'Iran une compensation financière pour tous les dommages causés. Selon eux, c'est à l'Iran de payer ses voisins pour ses frappes, et non au monde de créer un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran. Mais la situation devient encore plus intéressante, car la Turquie veut aussi prendre sa place. Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient enfin approuver la vente de moteurs pour les chasseurs F-35 à Ankara, ce que les États-Unis n'avaient pas fait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, l'invité, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, tentait de convaincre les monarchies du Golfe Persique que les États-Unis avaient remporté la guerre contre l'Iran. Et en particulier, tout cela reste garanti par l'Amérique. En fin de compte, les États-Unis et les pays du Golfe Persique ont publié aujourd'hui une déclaration conjointe à l'issue de la réunion du Conseil de coopération des États arabes. Et il y est déclaré que les États arabes exigent de l'Iran essentiellement la même chose qu'Israël. Il s'agit de la liquidation non seulement du programme nucléaire, mais aussi du programme de missiles, ainsi que du désarmement complet et de l'arrêt du financement par Téhéran de toutes ses forces par procuration dans la région, telles que le Hezbollah. Et voilà qu'Israël déclare que dans un tel scénario, il est prêt à retirer ses troupes du Liban. Et les Arabes ont également exigé des États-Unis qu'ils veillent à ce que l'Iran respecte toutes leurs exigences. Sinon, ils ne débloqueront pas les fonds pour ce fameux fonds d'investissement de 300 milliards de dollars pour l'Iran, que Donald Trump a promis dans son mémorandum d'entente avec l'Iran. Mais il y a encore autre chose. Il y a un autre problème que Donald Trump aura beaucoup de mal à résoudre. La question est de savoir comment lever toutes les sanctions contre l'Iran qui ont été imposées pendant 40 ans, et les experts sont convaincus que cela sera extrêmement difficile à faire, purement sur le plan procédural. Je m'appelle Alexei Petchi, nous sommes le 25 juin. Faisons ensemble le point sur la situation au Moyen-Orient à l'heure actuelle. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a tenté aujourd'hui de convaincre les monarques des pays du Golfe Persique que l'accord des États-Unis avec la vidéo est avantageux pour tout le monde. Mais la rencontre, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. En premier lieu, le Qatar et les Émirats arabes unis ne sont pas d'accord. La veille, Marco Rubio a rencontré la direction des Émirats à Abu Dhabi. Et lors des négociations, le secrétaire d'État américain a confirmé que l'Amérique avait l'intention de continuer à assurer la sécurité du pays arabe, qui a le plus souffert des attaques iraniennes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Les efforts visant à garantir un passage complet et sécurisé par le détroit d'Ormuz figuraient également au centre de l'ordre du jour. Et après cela, Marco Rubio s'est rendu au Koweït et à Bahreïn, qui ont également essuyé un déluge de missiles et de drones iraniens. Comme l'a indiqué le département d'État américain, le voyage de Marco au Moyen-Orient visait aussi à soutenir ceux ayant subi des attaques de missiles et drones iraniens. Informer les alliés de l'utilité de l'accord avec l'Iran, qui a été conclu le 17 juin. Cependant, la mission de Marco Rubio s'est avérée assez difficile et il a dû très souvent s'expliquer devant ses alliés. Rubio s'est retrouvé confronté au fait qu'à Abu Dhabi, on a commencé à lui énumérer les reproches concernant l'accord de Donald Trump. Les Émirats, lors des négociations avec le secrétaire d'État Rubio, ont laissé entendre, ont commencé à lui énumérer les reproches concernant l'accord de Donald Trump. Il doit compenser les dommages causés aux Émirats pendant la guerre, qui sont estimés à des milliards de dollars. Premièrement, il s'agit de dommages directs, incluant la destruction d'infrastructures civiles, d'hôtels, d'aéroports, de ports, etc. Deuxièmement, il s'agit de dommages indirects qui ont été causés aux Émirats arabes unis par l'arrêt du commerce maritime à travers le détroit d'Ormuz et pas seulement. Eh bien, par exemple, les investissements à Dubaï ont légèrement diminué, car pendant un certain temps, les gens ont pensé que cela devenait dangereux là-bas. Les ports de Dubaï et d'Abu Dhabi sont de grands carrefours commerciaux, qui ont également subi d'énormes pertes dans le contexte du conflit régional.
Et les Émirats ont fait comprendre que si Donald Trump pense qu'il peut simplement mettre fin à la guerre, ouvrir le détroit d'Ormuz et déclarer que c'est une victoire, il se trompe lourdement. À Abu Dhabi, pendant la guerre, on ne faisait que compter les pertes. Et maintenant, les Émirats exigent non seulement de punir l'Iran, mais aussi de lui réclamer tous les dommages qu'ils ont subis. Et les Émirats disent: nous ne comprenons pas très bien quel est cet accord de paix dans lequel l'Iran ne porte aucune responsabilité. Pour le fait que vos partenaires, c'est-à-dire les partenaires des États-Unis d'Amérique, ont subi de telles pertes énormes. De plus, les Émirats exigent que Trump obtienne de l'Iran des points dans l'accord de paix, où serait fixée l'obligation pour l'Iran de ne pas attaquer ses voisins et de ne pas entraver le passage des navires par le détroit d'Ormuz à l'avenir. Ce point doit être entériné au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le cas où l'Iran violerait cette règle et, par exemple, attaquerait quelqu'un ou commencerait à percevoir des frais pour le passage par le détroit d'Ormuz, un mécanisme de sanctions clairement défini devrait alors être appliqué contre lui. Pas au niveau des États-Unis, mais au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et si cela n'arrive pas, alors les Émirats disent que l'accord de Donald Trump ne vaudra pas un sou. Si les États-Unis ne répondent pas à de telles exigences des Émirats, ils sont prêts à commencer à agir sur la question de l'Iran sans la participation de Washington. De plus, les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région exigent que l'accord de paix consacre la destruction du programme de missiles de l'Iran. En outre, les alliés des États-Unis au Moyen-Orient souhaiteraient que Téhéran cesse de financer ses forces supplétives au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen et les groupes chiites d'Irak. Ici d'ailleurs, les intérêts des pays arabes et d'Israël coïncident. Les uns comme les autres veulent que l'Iran cesse de financer ses cellules terroristes dans toute la région. Mais ici, les intérêts des monarchies arabes et d'Israël coïncident, non pas parce que les Arabes aiment beaucoup Israël. Non. Il s'est simplement avéré que, sur fond de guerre, le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a formé en Irak des cellules clandestines spéciales pour mener des attaques contre les États arabiques. Et ces États arabiques exigent de Dima Torzok qu'il fasse en sorte que l'Iran ne fasse pas cela. Sinon, ils disent: regardez, si nous leur donnons maintenant un fonds d'investissement, ils ne dépenseront pas cet argent pour la reconstruction de l'économie, mais ils le dépenseront pour leurs armes. En plus, pour financer ces cellules clandestines qui attaqueront ensuite aussi bien les monarchies arabiques qu'Israël. Il est également rapporté que certains dirigeants arabes sont préoccupés par le point du mémorandum concernant la création de ce même fonds de reconstruction et économique de l'Iran, d'un montant de 300 milliards de dollars destiné à restaurer l'Iran après de longues hostilités. Et voilà qu'aux Émirats on dit: stop, écoutez. Donc c'est nous qui allons mettre de l'argent en commun et je souligne que c'est bien nous qui allons contribuer à ce fonds. Nous mettons de l'argent en commun pour reconstruire l'Iran, mais qui va nous reconstruire, nous ? Nous aussi, nous avons été touchés. Je vous rappelle ces images. Des aéroports détruits, par exemple des frappes sur Banata, sur Dima Torzok, des frappes ordinaires, et ainsi de suite. Et donc, selon les pays arabes, les ressources de ce fonds d'investissement pourraient être utilisées par les Iraniens pour renforcer leur puissance militaire. Mais d'un autre côté, est-ce que l'Iran ne voudrait pas payer pour les destructions chez ses voisins ? C'est facile d'exiger des compensations pour soi-même, mais de ne jamais vouloir assumer ses propres responsabilités. Au final, aujourd'hui, dans la capitale de Bahreïn, Manama, s'est tenue une réunion du Conseil des États, où Marco Rubio a assuré aux principaux pays de la région que l'accord de Trump leur serait également bénéfique. Et voilà, les États arabes ont réussi à imposer leurs conditions. Voici les points inscrits dans la déclaration finale de la réunion du Conseil de coopération des États arabes. Je vais maintenant les énumérer et nous allons les analyser au fur et à mesure. Les ministres ont souligné la nécessité de maintenir l'unité dans les négociations avec l'Iran afin d'empêcher l'Iran de développer ou d'acquérir des armes nucléaires. Les ministres ont souligné qu'une paix durable nécessite aussi de régler d'autres questions, notamment les programmes iraniens de missiles, de drones et les groupes supplétifs dans la région. C'est très important que les monarchies arabes aient en fait confirmé ce point. C'est ce que recherchait Israël, mais que Donald Trump a complètement omis dans son mémorandum d'entente avec... Passons à la suite.
Les ministres ont insisté sur l'importance d'ouvrir le détroit d'Ormuz, mais ont refusé toute taxe, droit de douane ou prise de contrôle du détroit. C'est ce que l'Iran essaie actuellement de réaliser avec Oman. Mais d'ailleurs, Oman a déclaré lors de cette réunion que non, nous considérons qu'il s'agit d'eau internationale, nous, par exemple, ne voulons pas y instaurer de taxes. Mais Oman est très rusé. Je rappelle qu'au début, dans les sous-titres des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, Oman semblait faire partie de l'orbite des États-Unis d'Amérique, puis il a commencé à mener ses propres intrigues et négociations avec Téhéran. Et Dimatorzoc. Oman semblait faire partie de l'orbite des États-Unis d'Amérique, puis il a commencé à mener ses propres intrigues et négociations avec Téhéran. Maintenant, les Iraniens et les Omanais jouent aussi leur propre jeu. Continuons. Les ministres ont souligné que toute relation commerciale et d'investissement avec l'Iran est conditionnelle et peut être annulée. C'est le point concernant ce fonds d'investissement de 300 milliards de dollars. Et les Arabes ont clairement dit que si l'Iran fait des siennes, personne n'y investira le moindre centime. Alors, continuons, que disent-ils ? Ces relations d'investissement dépendent du respect par l'Iran des dispositions du mémorandum et de l'accord final, de la cessation de ses activités déstabilisatrices et de la création des conditions nécessaires à la coopération économique. Les ministres ont décidé de continuer à coopérer avec le gouvernement syrien et de l'aider à résoudre des tâches clés comme la lutte contre le terrorisme, la restauration des services de base, l'amélioration du climat d'investissement et la création de conditions pour le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En ce qui concerne la Syrie, c'est une histoire à part, car actuellement, tout se passe de telle sorte que la question de résoudre le problème du Hezbollah incombe précisément aux autorités syriennes, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les ministres ont réaffirmé leur engagement total envers la souveraineté, la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Liban. À cet égard, ils ont salué la poursuite des négociations bilatérales entre Israël et le Liban, sous la médiation des États-Unis, visant à créer les conditions d'un accord de paix à long terme et d'un accord de sécurité entre les deux pays. Les ministres ont appelé au désarmement complet de tous les groupes mandataires au Liban, en premier lieu, bien sûr, du Hezbollah, ainsi qu'au rétablissement du monopole de l'État libanais sur l'usage de la force. C'est aussi un point extrêmement important, parce qu'il souligne que toute la région soutient pleinement l'idée d'Israël, car Israël affirme qu'il n'écoutera pas le Hezbollah, qu'il n'y aura pas ces groupes mandataires, mais seulement l'armée libanaise. Ainsi, il n'y aura pas de problème, nous ne nous battrons pas les uns contre les autres. Et Israël dit clairement qu'il n'a aucun problème avec le Liban en tant qu'État, aucun problème avec le peuple libanais, et qu'il n'a qu'une seule question pour les autorités libanaises. Débarrassez-vous du Hezbollah, et alors il n'y aura plus de questions. On continue. Les ministres, c'est-à-dire les ministres des pays du Golfe Persique, ont confirmé leur soutien au plan global de Donald Trump pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Les ministres ont salué la déclaration du président Trump affirmant que les États-Unis s'opposent à l'annexion de la Cisjordanie. Ils ont souligné que la reconstruction de Gaza et les réformes de l'administration palestinienne sont essentielles pour une voie fiable vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien. C'est une vision à long terme. Les ministres assurent que nul ne sera forcé de quitter Gaza et que ceux qui partent pourront revenir librement. En fait, de nombreux points, vraiment beaucoup, coïncident avec ce qu'attend Israël. Par exemple, tous les pays exigent le désarmement et l'arrêt du financement des cellules terroristes iraniennes telles que le Hezbollah, le Hamas, les Houthis du Yémen et les groupes chiites en Irak. Et aujourd'hui, en Israël, on a envisagé le retrait des troupes du Liban si le Hezbollah est effectivement dissous et désarmé. Mais en anticipant un peu, je dirais que l'histoire avec le Liban est bien plus intéressante. Les États-Unis d'Amérique et la Turquie préparent actuellement la Syrie à résoudre le problème libanais. Par exemple, les forces armées syriennes se rassemblent progressivement à la frontière avec le Liban, et à la frontière même, ils ont soudainement commencé à retirer les mines. On peut se demander pourquoi. Donald Trump a affirmé que la Syrie pourrait résoudre le problème du Hezbollah au Liban, permettant à Israël de se retirer sur son territoire. Et la veille, Trump a de nouveau rencontré Achara, le président de la Syrie. Mais nous en parlerons en temps voulu. Revenons au pays du Golfe Persique.
Il semble que le Qatar devienne l'une des forces clés de la région. Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, a déclaré dans une interview au Financial Times que le Moyen-Orient avait besoin d'un nouveau système de sécurité collective qui inclurait également l'Iran. Voici la citation. Une partie de ce que nous faisons actuellement en tant que pays de la région consiste à créer un système de sécurité régionale entre nous et l'Iran. Nous espérons qu'à l'avenir, cela conduira également à une coopération économique entre nous tous afin de ramener la stabilité dans la région. En fait, le Qatar a entamé ces négociations dans le but d'inclure l'Iran dans un système de sécurité commun, mais on ne sait pas encore comment Doha compte y parvenir. Cependant, depuis quelques jours, cette photo circule sur Internet et elle pousse à réfléchir sur qui a réellement poussé les États-Unis d'Amérique à une guerre ouverte avec l'Iran. Sur cette photo, on voit la deuxième personnalité de la hiérarchie du pouvoir américain, c'est-à-dire européenne. Le vice-président des États-Unis d'Amérique, J.D. Vance, rédige un mémorandum d'entente avec l'Iran, en fait sous la dictée du Premier ministre qatari, ce même Al Thani. Oui, sur la photo, c'est bien ce même Al Thani, qui promet actuellement une nouvelle architecture de sécurité dans la région, laquelle inclura l'Iran. D'ailleurs, Al Thani a très bien décrit son attitude face à la situation actuelle en commentant ce sujet du fonds d'investissement pour l'Iran de 300 milliards de dollars. Il a déclaré directement, je cite, le chiffre de 300 milliards de dollars prévu pour le fonds d'investissement envisagé en Iran n'est qu'ambitieux. Mais notre objectif est la prospérité de l'Iran et la croissance de son économie. Et nos investissements ont toujours été et seront toujours fondés exclusivement sur des décisions commerciales. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une approche des plus pragmatiques. Si nous réussissons à nous entendre avec eux, à commercer, à développer l'économie et à assurer la sécurité dans la région, ce serait formidable. Nous ferons tout pour que l'Iran soit dans notre orbite. Au même moment, la Turquie entre tout de même en scène. L'administration du président américain Donald Trump a l'intention d'approuver enfin la vente à la Turquie de dizaines de moteurs à réaction pour une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Et ce, malgré les objections de certains membres du Congrès des États-Unis d'Amérique. C'est ce que rapporte Reuters, citant 4 sources proches du dossier. Cet accord sera un geste à l'égard d'Ankara à la veille du sommet de l'OTAN, qui se tiendra dans la capitale turque dès le mois prochain. Ainsi, les moteurs fabriqués par General Electric sont destinés au premier chasseur turc de conception nationale, Kaan. Un projet lancé dès 2016 dans le cadre des efforts d'Ankara pour renforcer son autonomie dans le domaine de la défense. Selon l'une des sources, le coût du paquet dépasse 700 millions de dollars. Et en réalité, cette vente de moteurs sera une grande avancée. Il est à noter que les relations entre Washington et Ankara sous Trump restent globalement chaleureuses. Cependant, elles sont assombries par un vieux différend concernant l'exclusion de la Turquie du programme des chasseurs F-35 et les sanctions imposées après que la Turquie a acquis des composants russes. Le système S-400 que les États-Unis considèrent comme une menace pour leur sécurité. Et si vous vous souvenez, c'est une histoire très ancienne. Les Américains ont clairement dit à la Turquie « Eh bien, renoncez à ces S-400, alors vous pourrez participer au programme F-35, y compris à la production de ces avions. » Sinon, il serait très étrange qu'il y ait sur le territoire turc à la fois le chasseur F-35 américain ultramoderne et le même système de défense aérienne S-400 venant de Russie, c'est-à-dire de l'ennemi direct. Voilà, et Recep Tayyip Erdogan a longtemps résisté à cela. Et voilà, Recep Tayyip Erdogan a longtemps résisté à cela. En répondant à une question sur les moteurs, le programme F-35 et les projets pour le sommet de l'OTAN à Ankara, Trump a déclaré « Je vais probablement faire quelque chose qui va vraiment beaucoup leur plaire. » Le représentant du principal groupe démocrate à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre, Gregory Meeks de New York, n'a pas approuvé cet accord. Dans le cadre d'un examen informel, il a accusé l'administration Trump de ne pas avoir fait d'efforts sincères pour expliquer au Congrès les conséquences de la vente sur les relations bilatérales et la question des S-400. Auparavant, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, avait déclaré qu'Ankara se préparait à renoncer aux S-400 russes, en fait à les découper pour la ferraille et à les jeter.
afin de s'ouvrir la voie à l'achat des F-35 et que ces questions pourraient être résolues dans les 4 à 6 prochains mois. Si la Turquie le fait vraiment, obtient les F-35 et en plus les moteurs pour ses chasseurs ultramodernes, alors ce sera la Turquie qui revendiquera le leadership dans la région du Moyen-Orient. C'est pourquoi Recep Tayyip Erdogan a toutes les chances de rivaliser avec le Qatar pour la primauté et le leadership dans la région. Mais pour conclure cette émission, je voudrais souligner un point très important qui concerne précisément la politique de sanctions contre l'Iran. Par exemple, de nombreux experts affirment actuellement qu'il sera très difficile de démêler cet écheveau de sanctions contre l'Iran. Même si Téhéran obtient un avantage de plusieurs milliards de dollars grâce à l'allègement des sanctions américaines annoncées pour 60 jours, il sera impossible d'annuler rapidement le régime de sanctions en vigueur depuis plus de 40 ans. Trop d'aspects juridiques, politiques et commerciaux sont liés à ces sanctions. Et la question clé est de savoir si l'accord cadre entre les États-Unis et l'Iran produira un effet économique durable, compte tenu de la complexité de la levée du régime de sanctions qui englobe la législation américaine, les mesures internationales au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et les risques pour le secteur privé. Je tiens simplement à le souligner. Depuis 1979, date de l'instauration du régime islamique à Téhéran, l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des embargos commerciaux, gelé les avoirs iraniens et utilisé d'autres mesures restrictives pour pousser Téhéran à mettre fin à son programme nucléaire, à ses violations des droits de l'homme et à son soutien aux groupes armés régionaux, y compris le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen et les chiites en Irak. Et selon le mémorandum d'entente en 14 points signé à la veille par Donald Trump, Washington doit commencer à lever toutes ces sanctions qui ont été imposées, je le rappelle, depuis 1979. Et maintenant, Donald Trump dispose de 60 jours, c'est-à-dire jusqu'au 21 août, pour lever ces sanctions. Sinon, il n'y aura pas d'accord de paix complet. Et donc, la levée des sanctions restantes, même si elle a lieu, signifiera un changement majeur dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient, qui pendant longtemps visait à contenir l'influence de l'Iran et à étouffer financièrement le régime des ayatollahs. Ce processus sera très compliqué, car l'annulation d'une partie des sanctions nécessitera une décision du pouvoir exécutif. Pour d'autres, il faudra l'autorisation du Congrès américain. En plus, une coordination étroite avec l'ONU et les pays qui ont imposé leurs propres sanctions sera nécessaire. L'Union européenne dit déjà « Ayatollah, tu nous as vraiment offensés et insultés ». Donc nous avons des sanctions séparées que nous avons imposées contre l'Iran. Nous allons observer et réfléchir encore, sommes-nous prêts à les lever ou non ? Tu es bien gentil, toi, tu as déjà promis à l'Iran la levée des sanctions, mais allons-nous vraiment les lever ? Ce n'est pas certain. Par exemple, à l'avenir, l'Iran sera-t-il reconnecté au système SWIFT ? C'est une très grande question. Je rappelle que le siège de SWIFT se trouve en Europe. Et sans décision du Conseil européen, aucune reconnexion à SWIFT n'aura jamais lieu. Comme vous le voyez, c'est un enchevêtrement complexe de sanctions. Et il ne s'agit pas seulement de décrets du pouvoir exécutif, mais aussi de sanctions imposées non seulement par les États-Unis, non seulement par le Congrès, non seulement par les législateurs, mais aussi au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union européenne et même au niveau de certaines entreprises, à qui il faut maintenant expliquer qu'elles peuvent revenir sur le marché iranien ou que l'Iran peut interagir avec elles. Les entreprises sont-elles prêtes à accepter tout cela ? Revenir sur le marché iranien ou que l'Iran puisse interagir avec vous. Les entreprises sont-elles prêtes à accepter tout cela ? Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et likez la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.